Ici Ben Moubamba. Nous sommes le samedi 7 juin 2025 et c'est un honneur pour moi de m'adresser solennellement au peuple gabonais et aux amis du Gabon, à mes amis personnels et à mes ennemis personnels qui, je suis sûr, sont nombreux aussi à nous regarder. Je salue les habitués de mes déclarations, de mes lives. Je vois des personnes que je connais très bien, même si c'est de manière numérique. Je vous remercie pour votre fidélité. Et aujourd'hui, l'heure est grave parce que je viens solennellement lancer un appel pour la révolution gabonaise. Je répète, je viens en ce samedi 7 juin 2025 lancer un appel pour la révolution gabonaise. Cette révolution sera tripartite si, enfin, le peuple gabonais veut bien me comprendre et m'écouter. Cette régab, c'est-à-dire cette révolution gabonaise, elle sera premièrement populaire. Elle sera ensuite patriotique. Et enfin, elle sera pacifique. Je suis un révolutionnaire. Mais je ne suis pas un révolutionnaire du genre Fidel Castro à Cuba, du genre Che Guevara, du genre militarisé. Je ne crois pas au militarisme. Je crois en l'armée de la nation, mais je ne crois pas à l'aventure ambiguë du militarisme à tout prix. Lorsqu'un coup d'État militaire est obligé d'avoir lieu, si je puis m'exprimer ainsi, je voudrais que on comprenne que le militarisme est un processus transitoire qui ne doit pas durer très longtemps, même dans des pays où nous avons des idoles politiques ou politico-militaires comme le Burkina Faso. Il n'est pas bon que l'armée devienne une armée politique. Il n'est pas bon que l'armée devienne une armée politique, et c'est bien pour cela que les grands généraux qui sont devenus des présidents dans les pays occidentaux, les grands généraux, les grands militaires, sont souvent passés par une phase de repli pour redevenir des civils, éventuellement, comme dans le cas du général de Gaulle, qui après la guerre de 39-45, après avoir animé un pouvoir de transition entre 45 et 46, il va se retirer 10 ans à Colombey-les-Deux-Églises jusqu'en 1958. Et c'est de là qu'on va venir le chercher et qu'il va devenir le dernier Premier ministre de la 4e République française avant de fonder la 5e République. C'est pas nos 5e République Moutouki inventée par des généraux au Pacmala, c'est-à-dire des généraux d'opérette qui n'ont jamais gagné un seul combat militaire et qui se politisent à outrance et viennent nous inventer une 5e République, alors que la référence même à la 5e République en France, elle a eu lieu près de 2 siècles après la Révolution française. Mais enfin, c'est au Gabon qu'on imite le plus mal les choses. Donc, je viens plaider, lancer un appel pour la révolution au Gabon. Il n'y a plus que cela qui compte après la transition. Il faut une révolution qui doit être populaire, qui doit être patriotique et qui doit être pacifique. Et je vais vous expliquer comment cela va se passer. Cette révolution est nécessaire parce que nous constatons depuis la prestation de serment
de son excellence, entre guillemets, Brice Clotaire Oligui Nguema en tant que président légal de la République gabonaise, un effondrement accéléré de l'État gabonais. Je dis bien un effondrement accéléré de l'État gabonais. C'est comme si le pouvoir est vacant. On a prêté serment, on a fait des élections bidons, on a fait des constitutions, mais malgré cela, on n'a pas ce sentiment, cette sensation que le pays est géré, que le pays est dirigé. On a l'impression d'un vide au sommet de l'État parce que celui qui exerce le pouvoir n'a pas la légitimité. Il a la légalité probablement, puisqu'il s'est fabriqué une constitution à sa mesure, mais il n'a pas la légitimité parce que le pouvoir légitime, c'est une onction au sens spirituel du terme. Lorsque vous êtes choisi de manière, comment dire, avec une onction, elle se ressent. Et le pouvoir n'est ni bon ni mauvais. Le pouvoir vient du monde spirituel. Et il n'est ni bon ni mauvais. C'est celui qui l'exerce qui en fait quelque chose de bon ou de mauvais. C'est comme le charisme. Quelqu'un peut avoir un grand charisme comme Hitler et puis s'en servir pour faire du mal. Quelqu'un peut avoir un grand charisme comme Mandela et s'en sert pour faire du bien. Donc, le pouvoir est vide au Gabon, c'est une évidence. Si le pouvoir n'était pas vide au Gabon, on n'assisterait pas à l'effondrement de l'État au plan politique, au plan économique et au plan social. Comment se caractérise l'effondrement progressif de l'État gabonais sur le plan politique? Bien sûr par la mort de la démocratie sous un tonnerre d'applaudissements, d'idiots utiles, sans les insulter, entre guillemets, d'imbéciles heureux qui sont contents de chanter comme des coqs, les pattes dans la merde, dans le caca, dans les excréments, ils chantent Cocorico, Oligui n'est pas mauvais. Et pourtant, nous assistons à un effondrement, à une mort de la démocratie. On en veut pour preuve les réformes actuelles qui consistent à tuer les partis politiques et à continuer d'éteindre toute parole alternative parce qu'il faut revenir vers la pensée unique. Quand on pense à tous ceux qui sont morts pour la démocratie au Gabon, les réformes qu'ils sont en train de faire avec une bande de complices du Gabon d'avant, c'est-à-dire limiter les partis politiques, décider de qui a le droit de faire de la politique, de se présenter aux élections, bref, tout faire pour qu'on revienne à la pensée unique, là où des Germain-Ba sont morts pour que la démocratie existe au Gabon. C'est l'effondrement qu'on voit maintenant, dans l'effondrement politique, dans le retour de la pensée unique. Tout, c'est Oligui Nguema. Tout, il est président, chef du gouvernement, chef de l'armée, chef du pouvoir juridique, chef du pouvoir parlementaire, avec ses complices, les Missambo et puis les autres comédiens qu'on voit dans le monde politique et qui ne pensent qu'à leur poste, qu'à leurs élections, alors que le pays se meurt. Et nous assistons donc, comme on a pu le voir dans cet excellent film qu'on appelle La guerre des étoiles, on a un chancelier Palpatine, je crois, le chef des mauvais, le chef des bandits, qui arrive à manipuler le Parlement et on lui donne les pleins pouvoirs. Et c'est là qu'on voit la reine Padmé, je connais bien mes classiques de cinéma, qui s'écrit « Et c'est ainsi que s'éteint la démocratie sous un tonnerre d'applaudissements. » Parce que les Gabonais, vous êtes fautifs, parce que vous avez signé pour la mort de la démocratie sous un tonnerre d'applaudissements à 94,85, c'est-à-dire 95%, vous avez fait exactement ce que les Allemands ont fait en Allemagne pour mettre au pouvoir un démon qu'on a appelé Adolf Hitler. Il a été élu démocratiquement. Après avoir été élu démocratiquement, il a montré son vrai visage, comme on est en train de voir en ce moment.
Et c'est là l'effondrement politique qu'on a vu à Mbagné, à Cocotier, à Konga. On a vu comment quelqu'un qui a prêté serment sur sa propre fausse constitution de protéger les frontières, de protéger l'arbre du Gabon, de ne pas céder la moindre feuille, la moindre branche, la moindre racine. On l'a vu, on le soupçonne, on en a des preuves partielles, on l'a vu dealer, signer un pacte secret de corruption avec le président de la Guinée équatoriale, et ce qui crée un malaise que tout le monde a vu lors de son dernier déplacement en Guinée équatoriale, quand le président de la Guinée équatoriale a rappelé qu'il a dépensé beaucoup d'argent pour cette affaire. Oligui, qu'est-ce que tu fais? Tu nous donnes nos îles, nous on ne te donne pas les villes de Mongomo et les villes des Bébéines, malgré la convention franco-espagnole de 1900. L'État est faible, l'État est affaibli parce que nous sommes dirigés par du faux, par des amateurs comme on le voit en ce moment. On voit l'effondrement de l'État, pas seulement sur le plan politique, mais sur le plan économique, avec non seulement la continuation de l'endettement, les accords, les contrats léonins sans appel d'offres, la poursuite du siphonnage financier du pays. On le voit aussi dans l'hémorragie financière en cours. On ne voit pas très bien d'où viendra l'argent du Gabon. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va vendre pour essayer d'avoir de l'argent. Et on voit des travaux à l'arrêt qui se ralentissent de plus en plus. On voit le secteur de l'énergie qui s'effondre avec les pannes qui ne cessent de s'accélérer. On voit aussi l'empoisonnement nutritif dans les aliments, dans la nutrition. On voit le secteur de l'eau qui est malade. Toutes les infrastructures sont à refaire. Tout est à refaire. Donc l'économie gabonaise ne va pas bien et nous sommes donc, dans cette perspective, sujets à être vendus comme du bétail sur le marché mondial. Je ne parle pas du marché mondial du Wellington, quoique c'est un symbole. Nous sommes aujourd'hui victimes d'un projet de vente en solde sur le marché mondial parce que nous sommes dirigés par des gens qui ne comprennent pas que le monde a changé et qu'il faut arrêter de diriger le Gabon avec des méthodes d'un autre âge, c'est-à-dire sur le despotisme politique et après sur l'amateurisme économique. Et j'en viens maintenant à ce qui préoccupe les Gabonaises et les Gabonais dans le contexte actuel des démolitions d'une partie de Libreville, soi-disant pour créer des sociétés, des cités administratives, c'est-à-dire pour dealer le foncier gabonais avec toujours les mêmes personnes venues du Moyen-Orient et ailleurs, sans aucun plan d'organisation, sans aucune stratégie. L'effondrement social, il est dans le domaine scolaire parce que nos enfants n'apprennent plus correctement, l'intelligence s'effondre et ce qui compte dans la vie, plus que l'argent, plus que la nourriture, c'est le savoir. Le savoir est une arme et on voit bien que les incompétents qui sont actuellement au pouvoir, on le voit devant nous, incompétence diplomatique, incompétence militaire, incompétence financière, incompétence dans les domaines sociaux. Allez voir, allez faire une analyse de l'état de la nation, vous allez être absolument choqué et traumatisé. Le grand signe de l'effondrement social du pays en ce moment, c'est bien sûr la démolition des maisons de paisibles citoyens pauvres, alors que 2 tiers de la population vivent dans la pauvreté,
il est normal, bien entendu, qu'un État veuille organiser l'aménagement du territoire, mais sur la base d'un plan et d'une stratégie et non sur la base de l'improvisation pour se faire de l'argent à tout prix, n'importe comment, au dernier moment, au détriment des gens qui sont supposés avoir voté pour vous. Qu'est-ce que nous avons vu ces dernières heures? Nous avons vu des engins accompagnés de forces de sécurité et de défense casser des maisons, détruire des biens, sur le prétexte que on avait dédommagé des gens, sans aucune preuve bien entendu. On dit qu'on a dédommagé des gens il y a plusieurs années, donc on peut les casser, on peut les détruire. Mais le problème dans tout cela, c'est que un État ne peut pas avoir taxé des gens, fiscalisé des gens, prélever de l'impôt sur des commerces, sur des petites boutiques, et venir dire que les gens qui sont là sont des sans-droits. Ils n'ont aucun droit, parce que lorsqu'on déménage des gens, ce doit être sur la base d'une planification, d'une organisation, parce que en définitive, la terre, a dit Jean-Jacques Rousseau, n'est à personne. Elle n'est même pas à l'État. La terre, la matière, c'est la pourriture des végétaux, de toutes sortes d'insectes, d'animaux, et aussi des corps humains qui ont vécu jusqu'ici, qui ont emprunté de la poussière, qui s'en sont servis comme corps, et à leur mort, ils ont rendu leur corps à la terre. Donc nous appartenons à la terre, mais ce n'est pas la terre qui nous appartient, contrairement à ce qu'on croit. Nos ancêtres sont cette terre sur laquelle nous marchons. Voilà pourquoi un pouvoir, quel qu'il soit, n'a pas le droit de venir ontologiquement et sur un plan philosophique, je ne parle pas sur un plan de droit, venir dire votre terrain ancestral n'est pas à vous, il appartient à l'État, parce que ceux qui sont enterrés en dessous de cette terre, vos ancêtres, ils appartiennent à cette terre, et cette terre ne peut pas vous être privée. Mes chers compatriotes, on ne peut pas vous priver de cette terre au prétexte que vous n'êtes que de simples citoyens. Tout est à l'État. Mais l'État, c'est qui? L'État, c'est qui? L'État n'est pas une rêverie ou un produit de l'imagination. L'État, c'est nous. Donc, le pays qui forme la terre gabonaise, nous en sommes des membres parce que nous appartenons à cette terre. Nous avons emprunté les produits de cette terre pour nous former un corps à la naissance, avant notre naissance. Nous avons marché toute une vie sur cette terre. Et quand nous mourrons, nous allons rendre ce corps de poussière à la terre gabonaise. Nous allons rendre ce sang qui coule dans nos veines à l'eau du Gabon. Nous allons rendre le souffle que nous respirons à l'air du Gabon, à l'atmosphère du Gabon. Et nous allons rendre notre âme au soleil Nyangou du Gabon. Comment un État qui a des principes, qui a des valeurs et qui est supposé respecter les normes, peut-il décider du jour au lendemain de venir priver des gens qui vivent sur une terre de leur dignité en cassant leurs biens, leurs maisons, avec une violence incroyable, moins de 2 mois après une prestation de serment? Cette affaire est extrêmement grave et elle appelle la réaction du peuple gabonais pour une fois. Elle doit avoir un aboutissement politique, sinon nous sommes perdus. Lorsque, en tant que vice-premier ministre en charge de l'habitat et de l'urbanisme, j'ai eu à signer un ordre d'expulsion de squatteurs dans des logements sociaux où des mafias vendaient des biens de l'État et prélevaient des loyers, j'ai eu à signer un ordre de normalisation. Ce que les Gabonais et les Gabonais ne savent pas, c'est que j'ai signé un ordre en fin 2017 de normalisation des logements de Bikele et d'Angondjé. En quoi cet ordre
En quoi consistait cet ordre de normalisation? Il s'agissait de rendre les logements aux ayants droit, à ceux à qui appartenaient ces logements. Ensuite, les logements qui devaient rester vides, ces logements devaient être repartagés aux populations qui n'avaient pas de logement, mais sur la base et sur des critères logiques et programmatifs très précis. Il n'y avait aucune improvisation. Et malgré la mauvaise publicité qui a été faite sur cette affaire en 2017, le VPM a expulsé des gens, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé en réalité. En réalité, dans le cadre d'un programme que j'ai appelé le Nouvel Ordre Urbanistique en 2017, qui a été très combattu par les pédégistes, la première étape était de normaliser les logements de Bikele et d'Angondje. Et pour cela, il fallait donc rendre les logements aux ayants droit, premièrement, et deuxièmement, il fallait redistribuer les logements vides à ceux qui n'avaient pas de logement, tout en cassant les mafias, notamment d'un certain Chota, un monsieur du Haut-Ogooué, qui avait fait des logements de l'État une rente viagère personnelle. Il recevait des subsides, des finances avec des soutiens de grands politiciens de sa région, tels que Ali Akbar Lolanga. Il fallait casser les mafias, rendre les logements aux ayants droit et donner les logements restants à ceux qui les méritaient. Cela a fait l'objet d'une organisation extrêmement précise et malheureusement dans cette affaire, et c'est le moment pour moi de le révéler, Ali Bongo, la cruche Alianga, Liban Soleiman et tous mes ennemis au sein du gouvernement, ils étaient légion, 99% des gens avec qui je travaillais souhaitaient ma mort, souhaitaient mon échec. Ils ont d'ailleurs rejeté en Conseil des ministres, les Alain-Claude Bilibizé et autres, le programme du Nouvel Ordre Urbanistique à partir du moment où j'avais réussi à rassembler un portefeuille important avec des investisseurs étrangers qui avaient apporté des milliards au Gabon pour construire 10 000 logements par an. On a entendu en Conseil des ministres dire « Mais pourquoi c'est cet opposant qui nous a insultés tout le temps qui va réussir ce que vous, monsieur Ali Bongo, vous n'avez pas réussi à faire ?» Il est hors de question que le plan, le nouvel ordre urbanistique se mette en place. C'est ainsi que finalement les projets étaient bloqués. Mais le piège qu'on m'a tendu dans l'affaire de l'expulsion, vous devez le savoir maintenant, le piège que les pédégistes et les gens du pouvoir avec lesquels j'avais choisi de travailler, le piège consistait à quoi? Ils m'ont envoyé en mission à Singapour en décembre 2017. Liban Soleiman est venu me voir. Monsieur le vice-premier ministre, très flatteur. Ah oui, là, vous êtes vraiment le vrai Poutine du Gabon. Vous avez vraiment une bonne personnalité. Le président a décidé de vous envoyer à Singapour avec votre famille en mission. Vous allez voir le nouvel ordre urbanistique de Singapour. J'ai pris l'avion et je suis parti en décembre, fin décembre, disons mi-décembre, à Singapour. Et c'est derrière moi, ça vous devez le savoir. Les gens pensent que Moubamba a expulsé les gens. Mais Moubamba n'était que vice-premier ministre. Il y avait un premier ministre, il y avait un président, et il y avait les pédégistes. Les gens qui ne pensaient qu'à faire échouer Moubamba. Ce sont eux qui, pendant mon absence, alors que j'étais à Singapour, ont décidé d'aller expulser Manu Militari, ce qui n'était pas prévu dans mon ordre, ma décision de normalisation. Il n'avait jamais été prévu qu'on allait expulser les gens. Mais lorsqu'ils m'ont envoyé à Singapour, vous pouvez aller demander à Brice Lacruche Alianga, il était dans le plan. Je lui souhaite bonne santé, je suis content qu'il soit sorti de prison, je n'ai rien contre lui, mais il était à un moment le bras droit de Sylvia Bongo, qui a dit une fois d'ailleurs à mon épouse, de toute façon, ton mari doit arrêter de rêver, c'est Nourdine qui sera le président. Nourdine et personne d'autre. Mon épouse est venue me répéter cette phrase, j'étais estomaqué, je dis mais cette femme est dangereuse, pourquoi elle dit ça? Donc mes chers compatriotes,
c'est pendant mon voyage à Singapour, ceux qui ont les données de l'État gabonais peuvent vérifier. Je n'étais pas au Gabon. J'étais à Singapour en voyage. Ils ont donné l'instruction d'aller expulser par la force les gens à Bikele et les gens à Ngondje. Ce n'est qu'à mon retour que j'ai pu rattraper les choses, reloger des gens qui avaient été expulsés. Tout le monde n'a pas eu quelque chose ou un logement, malheureusement, parce qu'il n'y avait pas assez de logements. Mais sachez que ce que vous voyez sous Oligui Nguema et ce qui s'est fait quand j'étais vice-premier ministre en charge de l'habitat et de l'urbanisme, c'est la même chose, plus ou moins, même s'il n'y a pas eu de casse de maison à mon époque, mais la décision d'expulser les gens à Bikele ou à Ngondje venait de la présidence, venait d'Ali Bongo, venait de Sylvia Bongo, venait de Brice Lacruche Alianga, de Liban Suleiman et de tous ceux qui rêvaient de me voir échouer afin de ne pas mettre en place le nouvel ordre urbanistique. Donc je conclus sur l'effondrement de l'État gabonais sur le plan social, notamment dans cette question de la démolition des maisons derrière l'Assemblée nationale du Gabon et la démolition des biens tout au bord du boulevard Triomphal qu'on a maintenant rebaptisé soi-disant boulevard de la transition, comme si le Gabon avait commencé avec la transition. Et tout doit être maintenant, on doit être le chemin, le début, l'alpha et l'oméga. Donc, mes chers compatriotes, oui, je vois Bourdet-Georges qui dit « Il faut rendre public ces informations. Si vous avez des preuves pour restaurer la vérité, le logement social. » Mais ce que je vous raconte de Bikele est consultable. Vous avez des gens à la présidence. Vous verrez l'ordre de mission du vice-premier ministre pour Singapour en décembre 2017. Il existe cet ordre de mission. Il y a aussi la décision de normaliser les logements. Tout ça existe dans l'administration de l'État. Et vous verrez que lors des expulsions des Gabonaises et des Gabonais de Bikele et d'Ngondje, il suffit de taper Ben Moubamba en visite à Singapour sur Internet, sur Google, vous allez retrouver les informations. Vous verrez que Ben Moubamba n'était pas au Gabon, il était à Singapour. Il y a la trace sur Google, sur Internet. Oui, Liban, je vois Gaël est là. Liban Suleiman a bazardé au ministère de l'Habitat les maisons turques citées à Lambra. Aujourd'hui, il est au Rwanda. Il a réussi sa mission de destruction du pays. C'était un très proche d'Ali Bongo, mais j'ai constaté qu'Ali Bongo était entouré par des faux amis qui obéissaient à des ordres venus d'ailleurs, un peu comme aujourd'hui, Oligui Nguema obéit à des ordres venus d'ailleurs, qui viennent pas du Gabon, ils viennent d'autres pays voisins et plus loin encore. Il n'est pas là pour le Gabon, il est là pour accélérer la mort du Gabon, et c'était la même chose pour Liban Suleiman, qui faisait tout finalement, avec son propre père et son frère qui étaient dans les choses du foncier, de l'urbanisme, de l'habitat. Il sabotait le travail que je faisais. D'ailleurs, il a fait quelque chose de grave. Un jour dans mon bureau, il est venu avec un téléphone, un petit téléphone. Il m'a dit, c'est un cadeau pour vous, monsieur le vice-premier ministre. En fait, ce téléphone, Apple a voulu me l'acheter pour énormément d'argent parce que Apple savait que ils avaient utilisé sur ce téléphone une technologie d'espionnage tellement sophistiquée que Apple voulait avoir ce téléphone, m'a proposé après ma fuite du Gabon en novembre 2018, voulait avoir ce téléphone pour savoir quels sont les dispositifs qu'ils avaient installés dessus pour tout savoir de moi, toutes les applications extrêmement précises qui étaient infiltrées dans mon téléphone pour me suivre jusqu'à l'étranger, écouter toutes mes conversations et anticiper mes mouvements. Et c'est ainsi que, par exemple, j'ai fait venir un groupe de Hong Kong avec des dizaines d'entreprises qui venaient construire les logements du Gabon gratuitement, mais ils avaient une autre stratégie industrielle pour récupérer leurs fonds, donc construire des logements sans endetter l'État. J'ai présenté ça au Conseil des ministres, ça a été rejeté. Ça a été rejeté. Et c'est là que j'ai compris que les gens qui sont au pouvoir jusqu'ici, les gens du Gabon d'avant,
ne veulent pas le bien du pays. Ils ont signé un pacte avec le diable pour que eux ils aient de l'argent, pour qu'ils aient du pouvoir, pour qu'ils aient tout ce qu'ils veulent, mais que jamais les Gabonaises et les Gabonais ne soient heureux. Le Gabon, pour l'instant, il n'y a pas de projet de faire du Gabon un pays développé. Si vous allez dans d'autres pays, vous allez voir un début de développement en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Mais pour ce qui concerne le Gabon, on ne sait pas quel est le secret qu'on cache au Gabon, mais il n'est pas prévu de développer le Gabon. Voyez le Gabon, voyez la capitale du Gabon, que Oligui Nguema, soi-disant, il va démolir les maisons des gens, les biens des gens, parce qu'il veut développer le Gabon, il veut développer Libreville, mais Libreville 2, ça ne commence pas, son fameux Libreville 2, il y a du terrain partout, ça ne commence pas derrière l'Assemblée nationale. Pourquoi choisir cet endroit derrière l'Assemblée nationale, si ce n'est pour faire finalement de la mafia avec ses amis? Parce que c'est ça la vérité. Parce que le pays qu'est le Gabon, il y a 2,5 habitants au kilomètre carré, donc il y a de la place. Si on veut faire un vrai ordre urbanistique du pays, si on veut vraiment développer le pays avec des normes qui soient scientifiques, qui soient vraiment géniales pour les gens, c'est très facile à faire parce que le Gabon n'est pas peuplé. Le Gabon, c'est plus de la moitié de la France avec 2 millions d'habitants, il paraît. À mon avis, c'est moins. Vous pouvez donc faire des cités administratives ailleurs. Où est votre Libreville 2? Vous ne pensez pas que vous pouvez faire des cités administratives à Kango, sur les bords du Congo, en remontant vers la mer? Est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'avoir un plan urbanistique crédible sans pour autant qu'on aille tuer les gens, torturer les gens, arrêter les gens? Mais ce n'est pas sérieux. En réalité, avant que je n'aborde la question de la révolution gabonaise ou la REGAB, en réalité, mes chers compatriotes, ces questions de logement, ces questions d'urbanisation, ces questions d'habitat qui doivent se faire avec une préoccupation écologique, parce que le Gabon est un jardin d'Éden, on doit arrêter de détruire la nature, de détruire les forêts, de détruire les fleuves, les rivières, de détruire les plaines, les montagnes. C'est un pays qui doit être le pays le plus écologique du monde. Ça demande une réflexion et une planification. Nous avons besoin d'un ministère de la planification. Ce n'est pas honteux de revenir à une économie planifiée, organisée. Donc, ce qui est encore plus choquant, c'est très choquant de voir les scènes de bombardement. Moi je dis, c'est du bombardement de Gaza. À Gaza, les gens vivent comme c'est le cas en ce moment dans la rue, parce qu'on a bombardé leurs maisons. Voilà que le pouvoir incompétent du Gabon vient et il bombarde tout un territoire depuis derrière l'Assemblée nationale, mais ne vous inquiétez pas, ça va jusqu'à l'échangeur de l'ancienne RTG. Avec toutes les terres, oui, vous avez raison, Atis la personnalité, avec toutes les terres qu'il y a au Gabon, on ne peut pas se battre pour de l'espace. Mais c'est parce qu'on n'est pas organisé. C'est parce qu'on ne veut pas le bien de ce pays. On est animé par le mal. Les Gabonais ne s'aiment pas eux-mêmes. C'est ça le problème. Et donc, ils n'aiment pas les autres. Parce que si les Gabonais s'aimaient eux-mêmes, et ça c'est le début de solution que j'aborderai dans le dernier thème de la paix, que j'aborderai à la fin, la question de la révolution pacifique. Si les Gabonais s'aimaient, aujourd'hui, il y aurait déjà la queue. Tous ces pasteurs, moi je suis chrétien, mais honteux parfois d'être chrétien, quand je vois des pasteurs, ils sont là tout simplement à voler les dîmes des gens. Et je ne suis pas un supporter du chocolat des filles, parce que je ne suis pas d'accord avec certaines attitudes qu'il a, certaines paroles, mais aujourd'hui, c'est pas dans vos temples et vos églises que vous devez être en train de soutenir les gens. Cette société civile, sur la question de l'effondrement de l'État, on devrait aujourd'hui les voir comme ils étaient du temps de combat contre Ali Bongo, voire de Omar Bongo, apporter du secours, du soutien, des couvertures, de l'eau, des sacs de riz.
toutes ces fondations d'Orcas, fondations de Zita la panthère. Mais c'est maintenant qu'on doit les voir. Les enfants ne peuvent pas dormir par terre, dévorés par les moustiques, au pied des ambassades de Russie ou de Chine. Mais c'est une honte internationale. Pendant ce temps, le président, entre guillemets, à Malabo, avec son oncle ou son père, en train de vendre le territoire national, d'imaginer comment on va tromper les Gabonaises et les Gabonais dans cette affaire, alors que le pays va mal. Je le dis, aucun Gabonais n'a le droit de dire « Ah oui, on a voté pour lui, donc la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. » Quoi? La voix des Allemands qui ont voté pour Hitler, c'était la voix de Dieu? Vous pensez vraiment ce que vous êtes sûr de ce que vous dites là? Que l'élection, c'est ce qui vous donne la légitimité? Non, ce n'est pas l'élection qui vous donne la légitimité. Ce sont vos repères, ce sont vos principes, ce sont vos valeurs et ce sont les normes que vous portez en vous. Ce qui fait de vous, l'âme que vous avez, parce qu'il y a deux formes d'âme. Il y a ceux qui ont des âmes de vampires et il y a des gens qui ont des âmes humaines. Si vous avez une âme de vampire comme Hitler ou Mobutu, on peut vous donner, on peut voter pour vous à 200%, vous n'allez rien faire. Pourquoi? Parce que celui qui a une dette de sang, il ne peut rien faire. Parce que tu ne tueras pas. Parce que quand tu prends le pouvoir par le sang, en versant le sang, tu as déjà une dette karmique, ça s'appelle une dette karmique, ton karma est maudit, il est sale. Et quel que soit ce que tu vas faire, eh bien, tu ne pourras pas y arriver. Je salue cet imbécile heureux là qui s'appelle Bekeme là qui dit Fangophobe. Mais Fangophobe, mais tu es bête comme un Gabonais, mon petit. Fangophobe, c'est quoi? D'abord, tu ne sais même pas que Fang, c'est pas une ethnie. Et Kan, c'est pas une ethnie non plus. Tout comme Mérié ou Mienné, c'est pas une ethnie. Ce sont des micronations qui ont des dialectes, plusieurs peuples. Quand on est de la micronation Fang, on est Zaman dans le Guévindo, on est Tumu dans le Wellington, on est Sangui dans la Guinée équatoriale. Vous venez intimider les gens avec vos bêtises. Vous parlez à quelqu'un qui connaît, qui sait que les Mériens ne sont pas une ethnie. Dans les Mériens, vous avez les Pounou, les Vungu, les Ishira, tout comme chez la micronation des Mienais, vous avez les Orungu, vous avez les Mpongwe, les Galois, les Agekaza. Vous ne connaissez pas votre pays et vous vous cachez derrière votre petit doigt. Vous pensez que vous faites peur aux gens en racontant toujours les mêmes bêtises, anti-fan. Mais allumez un peu vos cerveaux. Nous avons un pays à bâtir et pas sur des bêtises, des conneries, de la manipulation ethniciste. Donc, c'est la dernière fois que je réponds à ces imbéciles heureux qui viennent raconter des bêtises sur cette page. Ces commentaires sont nuls et de nul effet. Si vous n'êtes pas content, allez sur la page d'Obiangema Junior en Guinée équatoriale. Il a l'argent, il a tout réussi, il ne fume pas la cocaïne, il ne se drogue pas, il ne boit pas le sang humain, il ne mange pas la chair humaine. Allez le voir et laissez-nous parler de l'effondrement de l'État gabonais. Voilà, c'est tout ce qui nous intéresse. Quelles que soient nos origines, nord, sud, est, ouest, nous, comment on dit, le journaliste disait, à la vérité, je me dois de dire. Tous ceux qui sont contre la vérité, ils n'ont qu'à aller ailleurs. Donc, mes chers compatriotes, l'effondrement social du Gabon par l'effondrement de l'habitat, de l'urbanisme, de la gestion foncière du pays, par la multiplication de la corruption à la NUTTC, par la vente des terres, notamment des terres ancestrales, par la corruption aux Libanais, à la Légion étrangère. Je ne suis pas du tout xénophobe, mais je dis que la corruption, elle est absolument trop répandue dans notre pays. Il faut arrêter ça. La corruption qu'on voit à la NUTTC, qu'on voit dans la gestion foncière, il faut arrêter ça. Ceux qui dirigent le Gabon en ce moment sont incompétents. Ils sont incompétents. C'est des amateurs. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire.
Et ce n'est pas parce qu'on a voté pour eux qu'ils sont légitimes. Parce qu'en 2 mois, ils ont réussi à vendre 3 îles, ils ont réussi à mettre des bébés dans la rue, des enfants, des femmes, des vieux. Ils ont réussi à accélérer l'endettement du pays à près de 80% du PIB, le produit intérieur brut. Ils ont fait s'effondrer l'indice de développement humain. Ils ont donné le pétrole du pays à n'importe qui, ne gardant que 9% des actions, on va dire, du pétrole qui est découvert en haute mer maintenant. Ils ont confirmé la vente à perte de la mine de Belinga. Donc, ils n'ont pas d'argent et ils sont là pour vendre le pays et vendre les générations futures. Et de ce fait précis, je voudrais conclure la question de l'habitat social sur ce qu'ils ont fait. C'est extrêmement choquant, mon Dieu. Ils ont préservé le temple d'un pasteur nigérian. Ils ne l'ont pas cassé. Et pourtant, c'était dans le même secteur. Mais ils sont allés détruire la maison où vivaient les orphelins de l'artiste Mac Joss. Mac Joss. Oui, bonjour, Général Barat Amazon. Nous allons, oui, réorganisons-nous pour une nouvelle résistance pour chasser Olili, c'est-à-dire pour chasser les gens qui n'aiment pas le pays. Il faut que le peuple retrouve une force. Et je vais développer dans les trois phases de la révolution à venir comment nous allons retrouver la force. La maison de Mac Joss a été démolie, mon Dieu. Le père des créoles, quel que soit ce que vous pensez de la famille, mais quand même, Mac Joss a été, et il est toujours, malgré sa mort, un monument de la nation. Tout comme la maison du président Léomba, dont on a entendu dire qu'il y avait encore des Libanais qui étaient en train de dealer derrière un patrimoine national qui devrait être sanctuarisé à cause de l'histoire qu'il faudra enseigner aux générations futures. Donc les bulldozers destructeurs, les bois constructeurs sont allés démolir la maison remplie d'orphelins de l'artiste Mac Joss. J'aimerais savoir ce qu'en pense ma nièce créole, qui a dit que le PDG est une machine indestructible. Le PDG est une machine indestructible. Quand j'ai vu un des petits-enfants de Mac Joss sur les réseaux sociaux dire qu'on avait détruit la maison d'une personnalité artistique qui est dans les fondements même de notre nation au plan culturel, tout comme Philippe Maury, comme Dingo, comme tous ces gens qu'on a oubliés et qu'on ne célèbre pas. Et donc, on coupe la mémoire. Vous savez ce qu'ils ont fait en faisant ça? Et c'est là qu'on voit qu'Oligui et ces gens sont dangereux. Et là, je vais vous parler en philosophe. Nietzsche, le philosophe allemand Nietzsche a dit « Seuls les peuples qui ont la plus longue mémoire ont une chance de survivre. » Je répète, Nietzsche, « Seuls les peuples qui ont la plus longue mémoire ont une chance de survivre. » Voilà pourquoi le travail des satanistes qui cherchent on ne sait pas quoi au Gabon, ils mettent un point d'honneur à effacer les mémoires. Remarquez bien qu'ils mettent un point d'honneur à effacer la mémoire des peuples du Gabon. Parce que, si vous voulez trouver même des cimetières aujourd'hui, à part chez nos frères et sœurs les Omienais, dans leur cimetière de plein Niger, qui heureusement est long, ils essaient de préserver les crânes de leurs ancêtres. Mais voyez comment ils détruisent les cimetières. Voyez comment les gens sont enterrés sans aucune dignité. Les seuls à qui on rend honneur et on respecte la mémoire, ce n'est pas des Bantous. Ce n'est pas des Bantous. Je ne vais pas citer, afin de ne pas me mettre trop d'ennemis,
nous n'allons pas, je ne vais pas citer les noms des gens non bantous, non gabonais qui sont célébrés dans notre pays, dans les églises, en politique et tout, mais vous ne verrez jamais une statue du général Boulingi Nazer. Grand combattant, grand militaire. Non, vous n'allez jamais aller à Njolé et voir un site de mémoire pour Emmanuel Tolé. Jamais. Et on pourra multiplier les exemples. Quand on casse la maison de Mac Joss, c'est le même principe de destruction de la mémoire. De la mémoire et donc de l'identité. Il y a une guerre qui ne dit pas son nom, qui a été déclarée au Gabon. Nous sommes en guerre, comme a dit Macron, le président français, en 2020, avant la maladie, la pandémie, il a dit « Nous sommes en guerre ». Les Gabonais sont en guerre. Et c'est ici que je conclus maintenant la question sociale pour vous parler de la révolution, parce que je vois que dans les commentaires, ne nous parlez pas des législatives, pardon. Oligui Nguema doit partir. Oligui Nguema doit partir. Vous voulez aller à laquelle législative? Si vous voulez mourir et voir vraiment la vraie souffrance, vous n'avez pas encore vu la souffrance. Mais si vous voulez vraiment connaître la souffrance telle que vous ne l'avez jamais vue au Gabon, continuez de suivre ce pouvoir et continuez de vous préparer comme les Dunguru politiciens font en ce moment. Ils font de la politique, ils se préparent pour les législatives, ils vont se retrouver avec 3% aux élections, ils vont aller pleurer des postes par-ci par-là, et puis le pays va continuer de s'effondrer. C'est maintenant ou jamais. Maintenant ou jamais de faire la révolution gabonaise. La régab. Maintenant, cette révolution, je vais maintenant expliquer. Elle aura 3 phases, 3 parties. Cette révolution, elle sera politique, en ce sens que je ne plaide pas ici pour une action armée avec des mercenaires, des miliciens, une utilisation des armes à feu, des Kalachnikov, comme au Tchad, comme en RDC, comme Burkina Faso. Nous pouvons, nous, au Gabon, nous avons la possibilité de faire une révolution pacifique au Gabon pour que le sang ne coule pas. Parce que je sais que nous sommes un peuple qui n'aime pas voir le sang couler. La révolution, elle doit être politique. Politique comment? Mais comme au Burkina Faso, lorsque le dictateur Blaise Compaoré est parti. Lorsque Blaise Compaoré est parti, c'est le peuple qui est sorti dans la rue. Ce fut un événement politique. Un événement politique qui a fait en sorte que l'assassin de Thomas Sankara, sous la pression politique, il a lâché et il est parti. Et je peux même vous dire que, ayant été au Burkina Faso pendant la révolution de 2022 qui a vu l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, je peux vous dire que cette révolution, elle était politique, elle était plus politique que militaire. Les militaires n'ont fait que stabiliser la situation parce que le dictateur Damiba commençait à faire n'importe quoi exactement comme Oligui Nguema. Oligui Nguema, c'est Oligui Damiba, c'est pareil. Les gens en avaient assez, ils ne pensaient qu'à boire, qu'aux femmes, qu'au détournement. Ils commençaient vraiment à se prendre pour un dieu vivant. La moindre des choses, ils mettaient les gens en prison, comme ce pauvre Camerounais qui a juste dit qu'Oligui est sauvage parce que sa maison a été détruite, il a perdu tous ses biens, on l'a arrêté, on l'a envoyé 6 mois en prison et les gens trouvent ça normal parce que les Gabonais qui sont possédés, xénophobes, trouvent cela normal pour faire oublier que ce qu'on reproche à ce Camerounais-là, ce n'est pas d'avoir dit Oligui est sauvage, c'est d'avoir été l'un des premiers à montrer les destructions qui ont choqué le monde entier. C'est parce que lui, il s'est filmé, il a filmé les destructions qui ressemblent, comme l'a dit le général Barak, à du Gaza, à un bombardement du pays. Et c'est pour cela que des traîtres, des petits espions qui vivent de subsides, de petits billets comme notre frère OTT,
dont le travail est de tracer les contestataires, de les espionner et de les indiquer à la police politique de la DGR comme étant ceux-là qu'il faut arrêter, qu'il faut attraper. C'est un renifleur. C'est comme un chien renifleur qui cherche des choses, qui fouille son nez partout. Après, il vous indique, ah, c'est lui qu'il faut arrêter. Donc vous qui êtes amis avec des gens comme les OTT et tous les autres que vous connaissez là, faites très attention quand vous les fréquentez. Donc, la révolution doit être politique, c'est-à-dire que elle va réussir. Ne pensez pas que nous allons faire comme Guillaume Soro, que je connais très bien. Guillaume Soro, vous savez, il a fait une erreur. C'est un des hommes les plus brillants que je connaisse. Mais il a fait une erreur. Il a accepté de prendre la dette karmique du sang de Ouattara. Il a pris ça sur lui. Parce que la guerre, les armes, comme vous avez vu en Côte d'Ivoire, on sait comment ça commence, mais on ne sait pas quand ça s'arrête. Laissez Oligui Nguema, qui se prend pour un super-héros, croire que la puissance des armes suffit. Mais il a oublié une chose, normalement, qu'il aurait dû apprendre de son maître, Omar Bongo, Albert Bongo. Albert Bongo disait, avec les baïonnettes, on peut tout faire, sauf s'asseoir dessus. Je répète, avec les baïonnettes, on peut tout faire, sauf s'asseoir dessus. Donc, le caractère politique de la révolution est capital. Ça passe par la prise de conscience d'abord des Gabonaises et des Gabonais de ceci. Et je conclus le point politique par là. Les Gabonais doivent changer quelque chose dans leur cerveau pour arriver à une révolution politique. Parce que la révolution politique a été impossible jusqu'ici pour une seule raison au Gabon. Le culte de la personnalité. Le fait de croire que pour que les choses changent, il faut un leader. Bien sûr qu'il faut un leader, mais il faut surtout un peuple. Moi, j'étais au Burkina Faso. Sans le peuple burkinabé, jamais Ibrahim Traoré n'aurait pris le pouvoir. Il est l'émanation du peuple. C'est vous qui faites du culte de la personnalité. Mais Ibrahim Traoré, moi je l'ai vu à Ouaga. C'est quelqu'un que je connais, ça je le dis. Mais il n'est rien sans le peuple du Burkina Faso. Parce que la révolution du Burkina Faso, c'était une révolution politique soutenue par des militaires, des jeunes militaires qui en avaient marre de se faire tuer par les terroristes qui opéraient sous des faux drapeaux. Des faux drapeaux, les Français, l'OTAN, l'Africom, ils viennent, ils donnent des armes aux Arabo-Berbères, allez les tuer, vous êtes des terroristes et tout machin. Donc, ces enfants-là, ces jeunes-là que j'ai vus au Burkina Faso, ils se faisaient massacrer. Et le peuple en avait marre. Moi, j'ai vu, parce que j'étais là, j'ai vu comment les jeunes burkinabés ont défendu l'armée. C'est eux qui ont défendu les militaires, c'est pas le contraire. Nous pensions jusqu'ici que pour faire la révolution au Gabon, il nous fallait un Barbessol, il nous fallait un Mamboundou, il nous fallait un Jamping, il nous fallait un Baobab. On l'a cru. Mais la révolution politique se passe des leaders. Les leaders sont des concepteurs. Les leaders sont des gens qui construisent la stratégie. Vous savez que j'ai beaucoup d'amitié pour la Russie et j'aime beaucoup la révolution russe. La révolution de Lénine, la révolution de Trotsky. Je suis moi-même, ça je vous fais une révélation, je suis un trotskiste dans l'âme. Le trotskisme plaide la révolution mondiale. Et c'est pour ça que Staline a tué Trotsky, alors que c'est Trotsky qui a construit la révolution russe. Ce n'est même pas Lénine, c'est Trotsky. Et je sais que notre Joseph Renjambé avait beaucoup travaillé ça, que ce soit l'économie planifiée et que ce soit aussi l'idéologie de la révolution. Et les Russes, en 1917, ce sont les femmes, ce sont les gens, le peuple tout seul qui est descendu dans la rue en février 1917. Ils sont descendus dans la rue, ils ont dit on ne veut plus du tsar, tuez-nous, mais on ne veut plus du tsar. Et je vois le début de la conscience politique dans les mamans, dans les maisons démolies qui disent tuez-nous,
venez nous tuer, venez nous massacrer, comme les enfants de Mac Joss, vous avez cassé nos maisons, on n'a plus rien, vous n'avez qu'à nous tuer, tirez sur nous. Ça, c'est le début de la conscience politique. Ce n'est plus dire « au secours Jean-Ping, au secours Moubamba, au secours Mengara, au secours je ne sais pas qui ». Non, c'est pas ça la révolution politique. La révolution politique, c'est quand le peuple prend conscience que les autres, là, ils sont devenus une menace existentielle. Si je continue d'avoir peur de la mort, de toute façon, je vais mourir, on va me casser ma maison, mes enfants vont se retrouver dans la rue. Donc, tant qu'à faire, on y va. On résiste, on descend dans la rue, et les Russes, c'est les femmes qui ont commencé la révolution russe en février 1917 en Russie. Ensuite, il y a eu les gros cerveaux comme Trotsky, comme Lénine, et ils ont fait une deuxième révolution en octobre 1917, et le grand fondateur de l'armée rouge, c'était Trotsky, qui était donc l'idéologue, le penseur de tout ça, et il va malheureusement se faire doubler par quelqu'un de moins intelligent que lui, c'est-à-dire Joseph Staline. Il va fuir au Mexique, il se fera tuer en exil au Mexique. Donc, la révolution politique qui aura lieu, elle commence déjà dans l'affaire de la démolition des maisons. Et là, on n'est pas en train d'appeler Manganga Moussabou au secours. On écoute bien sûr les leaders, mais on sait que tout leader est un humain. Il peut se tromper. Le peuple, je vois, oui, Gaël l'a jeté au Burkina Faso, vous le savez, en septembre-octobre 2022, pendant la révolution burkinabé. Je vous le jure, ce sont les jeunes burkinabés, ce sont les populations qui ont protégé l'armée, à pied, à vélo, en scooter. Dès que la France disait « on ne veut pas de ce petit capitaine Traoré là, mettez-nous un général qu'on maîtrise bien la force », le peuple disait « pas question ». Dès que Traoré a commencé à jouer un peu avec la France, ils ont sorti les drapeaux russes, le peuple. Ils ont dit « nous voulons la Russie, nous voulons la Russie ». Et ils faisaient barrage pour protéger les jeunes militaires. C'est la conscience politique qui construit la révolution, c'est pas le leader. Le leader est un guide, est un conducteur, mais il ne fait pas tout seul. Il faut arrêter avec le culte de la personnalité. Parce que Oligui Nguema a joué sur ça, avec ses sauts en parachute, avec ses danses de hip-hop, de breakdance pour un président, avec ses bisous à sa femme comme si c'était le seul qui pouvait embrasser sa femme en public. Même les présidents au stade, les autres présidents étaient surpris. On n'a jamais vu ça. Hein. Pendant une prestation de serment, on est un peu pudique, on met les formes. Oligui Nguema a joué sur le culte de la personnalité. Nous voulons trop dépendre de nos leaders. Il faut maintenant un temps pour la colère de la nation. Il faut maintenant une conscience politique pour la colère de la nation. Hors de question de Père Mbagné, Cocotier, Conga. Hors de question de se laisser démolir les maisons. Hors de question de se faire interdire les partis politiques. Hors de question de se faire arrêter et torturer pour un oui ou pour un non. Hors de question de prendre 5 ans de prison parce que tu as critiqué le président, alors que Emmanuel Macron, on l'insulte tous les jours, on le gifle, on fait tout ce qu'on veut, il n'y a personne en prison pour ça. Il n'y a que chez les psychopathes, les sadiques, les masochistes qu'on voit des décisions comme ça. Tu critiques le président, tu vas en prison. Mais ça veut dire quoi? Mais je regrette, nous ne sommes pas des sujets de Sa Majesté Oligui Nguema. Oligui Nguema, un président ne doit être qu'un haut fonctionnaire, un très haut fonctionnaire. Il n'est pas l'alpha et l'oméga. Moi, je reproche beaucoup à des gens instruits, à des religieux, à des gens que j'admirais dans la société civile de couvrir un glissement despotique de ce genre. Ce n'est pas sérieux. On ne peut pas avoir un président humain qui se prend pour un dieu. Mais enfin, ça veut dire que, donc, si Oligui était président des États-Unis, mais on ne pourrait même pas le regarder. S'il était président de la France, Oligui qui désacralise la fonction présidentielle, comme le dit Muriel Nyalendo. Donc, on ne doit pas le critiquer. Et si on le critique, on va prendre 5 ans de prison. Mais tu te mets le doigt dans l'œil.
Tu te mets le doigt dans l'œil, Oligui Nguema. Respecte-toi d'abord et on va te respecter. Mais si tu ne te respectes pas, c'est pas nous qui t'avons dit de danser le hip-hop ou le breakdance ou de te faire adouber par Junior Ndondon avec une cérémonie des panthères qui donne la griffe, la lance pour tuer les gens. Parce que ça, c'est une cérémonie pour autoriser la tuerie que vous avez fait là. Donc, mes chers compatriotes, la révolution, elle doit être politique. Elle doit être politique dans le sens où le peuple doit comprendre qu'il a la force de son côté. Il n'y a pas besoin de leader pour dire que là, nous, on n'est pas d'accord. Donc, dans cette révolution, j'ai vu que le peuple a dormi devant l'ambassade de Russie. La révolution politique. Moi, j'ai fait ma grève de la faim. Je crois que Suzanne Barad, que je vois ici ou que j'ai vu, était là, je m'en souviens, en 2009, non loin de toutes ces ambassades, sur ce boulevard triomphal devenu boulevard de la transition, il paraît. Nous devons, le peuple, si jamais vous choisissez un lieu spécifique et symbolique où vous allez dormir, amener toutes vos affaires, mes chers compatriotes, vous prenez toutes vos affaires, vous vous mettez devant l'ambassade de Russie. Je répète. Je répète. La révolution politique au Gabon consiste, pour tous les déçus, tous les persécutés du Gabon, vous prenez l'ambassade de Russie comme le point de ralliement. On vous a mis dehors, allez dormir devant l'ambassade de Russie. Vous voulez protester, allez camper devant l'ambassade de Russie. Vos affaires traînent partout, allez devant l'ambassade de Russie. L'ambassade de Russie. Emmenez des drapeaux gabonais et des drapeaux russes, mettez-vous là. C'est là le point central. C'est là que la révolution va commencer. Mais cette révolution ne sera pas armée. Cette révolution sera populaire.